30 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai dépassé cette fameuse trentaine. Et ça n'a pas cessé de générer des bouleversements et des questions que je ne me posais pas il y a 10 ans. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que toutes mes conversations avec mes amis tournaient plus ou moins autour des mêmes sujets. Nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, notre rapport à notre corps, l'urgence climatique, la situation économique. Autour de moi, les gens ont commencé à parler de reconversion professionnelle, de recherche de mieux-être, de sens. Certains se sont séparés de leur partenaire, d'autres se sont mariés ou ont fait des enfants, d'autres ont choisi de ne pas en faire. Et puis cet été, en plein milieu d'une saison en bord de mer, une question m'est posée par quelqu'un de bien plus jeune. Ça vous fait quoi d'avoir 30 ans en 2022 ? Sur le moment, j'ai pas su trop quoi répondre, mais cette question a tourné viré dans ma tête. C'est vrai ça ? C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Est-ce que tout le monde est comme moi ou est-ce que je suis la seule ? Est-ce que les autres se posent les mêmes questions ? Est-ce qu'on vit les mêmes problématiques de vie, les mêmes perturbations ? Est-ce que le constat est le même pour tous ? Est-ce que la vie qu'on nous avait fait miroiter il y a 10 ans n'est pas celle qu'on constate maintenant ? Est-ce que le schéma promis nous rend heureux ? Et d'ailleurs, c'est quoi être heureux ? Les gens qui m'entourent me rejoignent dans mes questionnements, on en discute même pendant des heures. Mais est-ce qu'on est juste une poignée ou est-ce que ça touche tout le monde ? C'est en voyant que les gens de 20 ans n'avaient pas du tout mes préoccupations que toutes ces questions ont déferlé dans ma tête. Alors je me suis dit que pour en parler, pour se rendre compte qu'on n'était peut-être pas les seuls face à tout ce bordel actuel, le mieux, ça serait quand même d'aller en parler à ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire les gens de 30 ans. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre des gens dans mes âges, approchant de la trentaine pour certains, d'autres l'ayant un peu dépassé, mais pour savoir si on en était tous au même point, et comme pour faire un témoignage de notre génération. À nos 30 ans. 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 Eh ben, on commence pour un 3e épisode avec un chat et avec Charlélie, surtout. Bonjour. Cette voix très porn, très sympa. Donc c'est le 3e épisode de À nos 30 ans, le podcast des trentenaires. Voilà, j'avais pas mieux comme intro. C'est Et voilà. Et donc Charlie, aujourd'hui on est à Nantes sous une pluie battante de novembre. Oui. Voilà. Et du coup, je vais te laisser te présenter aux gens. Très bien. Et ben moi je m'appelle Charlélie Connor. Et c'est un vrai nom et un vrai prénom. C'est un vrai nom, un vrai prénom. J'ai 30 ans donc, évidemment, autrement on ne serait pas là. J'habite à Nantes depuis, on va dire, 12 ans, avec entrecoupé de divers voyages, mais on en parlera peut-être après. J'ai mon parcours. Je fais de la musique depuis que j'ai 14 ans et puis que je suis en 3e, donc à peu près ça. Ça a une grande place dans ma vie, c'est très central quoi. J'ai mon parcours après somme toute assez classique quoi. J'ai fait littéraire évidemment, hein. Là le parcours des chômeurs comme diraient les grands productivistes de ce monde, n'est-ce pas, mais des très bonnes années notamment en lycée, où c'est là où tout se passe pas mal, les rencontres, les études. J'ai beaucoup kiffé, notamment des profs qui m'ont beaucoup apporté. Monsieur Colin, si vous entendez ce podcast, c'est pour vous. Et Madame Géano aussi, prof d'histoire. Petite dédicace, ouais. Eux, ils ont été vraiment exceptionnels. Et Alexandra David, bien sûr, prof de littérature. Bref, voilà. Ça faisait très dédicace France Culture. Ouais, c'est clair. Après, j'ai continué dans cette optique un peu littéraire. Je suis allé en LLCE, pareil, toujours la meilleure licence pour un job. Espagnol, du coup, et portugais. Et j'ai vraiment aussi adoré ces années-là, donc à Nantes, du coup, à l'université de Nantes, où j'ai rencontré des gens géniaux, hein, notamment la maîtresse de ce podcast, que j'ai fait 3 ans jusqu'au master FLE, donc métier de l'enseignement, que j'ai arrêté en cours de route pour diverses raisons, pas hyper stable dans ma vie. Pas sûr de vouloir être prof parce que c'était vraiment une formation dédiée à ça quoi, donc pas hyper certain, conflit avec le tuteur de l'époque, pas stable émotionnellement, genre de truc. Bref, plus de 20 ans, on se pose beaucoup de questions, enfin on en pose toujours, mais c'est déjà merde, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire quoi. Et donc je me suis barré en master 1. Et
et je me suis barré à l'autre bout du monde parce que c'était en fait un rêve de gamin. Depuis que je suis gamin, je suis passionné du Japon, de sa culture, notamment de sa langue, surtout de sa langue d'ailleurs. Vraiment ma langue préférée, je pense. Après le français, bien sûr. Un peu de chauvinisme, un peu de chauvinisme. Et par la musique, tomber amoureux du Japon, par la musique, par le J-rock, le visual kei, pour ceux qui connaissent. Donc ce rock androgyne, grosso modo, avec une énorme identité visuelle et les mélodies japonaises qui sont très très particulières avec la langue, il faut aimer. Il y en a beaucoup qui détestent et beaucoup qui aiment. Moi je suis parti de la deuxième catégorie quoi. Je suis tombé amoureux de ce pays à travers tout ça et puis toujours eu envie d'y aller. Je suis parti en 2014, donc en quittant le master, en ayant fait des jobs saisonniers à côté, vendeur de glace et tout. Et je suis parti quelques mois en famille d'accueil et c'était vraiment incroyable, très déstabilisant comme on peut imaginer. Mais je suis parti quelques mois et en revenant, je me suis retrouvé seul. J'étais en couple à l'époque, ça s'est terminé, ex-personne. Aujourd'hui, on a un très bon terme, pas de problème. Mais voilà, ça m'a encore plus bousculé que je suis parti en me posant beaucoup de questions, en me disant putain, faut que j'y aille, en quittant un peu tout ce que j'avais. Et je suis revenu, j'étais encore plus déstabilisé et en mode putain, c'est très paradoxal, mais ça, c'est un peu tout, ça résume un peu ma vie quoi. J'ai vraiment des sentiments ambivalents. En mode, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on se nourrit d'un truc, une fois qu'on y est, on veut autre chose, on en veut d'autres, sur le désir quoi, de quelque chose, mais on sait pas vraiment quoi. Et le Japon m'apporte autant qu'il ne m'apporte pas. Et j'ai toujours besoin d'aller dans ce pays, j'ai toujours besoin d'y retourner, j'ai toujours besoin de parler cette langue. Et pour autant, quand j'y suis, parce que j'ai du coup depuis 2014 pour préciser, j'y suis allé toutes les années, donc toute ma tunasse s'est passée là-dedans. J'y suis allé peut-être en tout 6 fois, et, pour diverses raisons. Peut-être que je parlerai de ça après. Et j'ai toujours eu un sentiment de je suis bien là-bas et quand j'y suis, putain, mon pays me manque et je reviens et je me dis putain, il me manque un truc, il faut que je reparte. Et c'est à peu près pareil dans tout ce que j'ai fait. Et un peu la recherche de la félicité, quoi, on va dire. Et voilà, je digresse peut-être un peu là. Non, pas du tout, non, c'est. Voilà, je suis donc 2014 à 2016. Après, j'ai été tout seul. J'ai fondé, donc comme je disais, beaucoup passionné de musique. Donc, j'ai fondé un groupe de rock, donc rock alternatif, on va dire, avec un très bon ami à moi qui est un très bon batteur. À l'époque, ce qui s'appelait Lost Boy. Lost Boy, c'était vraiment un super projet. On était bien. Je me suis mis à chanter, je composais. Je me suis vraiment pris de passion pour le chant aussi, en plus de la guitare. Et on a commencé à faire des dates et tout. Et puis pour diverses raisons, notamment humaines, le groupe s'est séparé vers 2018, après l'enregistrement du premier single. Donc ça a fait mal. Mais entre temps, je retournais au Japon. J'ai rencontré des personnes, et notamment en 2018, une japonaise du nom de Minako, qui a été vraiment comment dire, je dirais pas peut-être un tournant quoi, parce que je l'ai rencontré au bon moment, au moment où là vraiment je travaillais dans un café quoi, un coffee shop avec qui ça se passe, avec les patrons avec qui ça se passe très très bien, et je l'ai rencontré là, c'était une cliente et c'était un moment de ma vie où vraiment je faisais ce job là, mais à côté Lost Boy ça allait plus bien, je savais plus trop quoi foutre de mes 10 doigts quoi, et elle arrivait au moment, elle m'a donné une légèreté et une passion en même temps, vraiment inattendue, un rayon dans ma vie quoi. Et à un moment où aussi dans ma vie personnelle c'était compliqué, très compliqué encore, avec ma mère qui était très malade, avec des problèmes cardiaques, etc. Elle a été là tout le long de sa maladie, et je suis beaucoup allé au Japon pour la voir du coup, Minako, parce qu'elle était en fin d'études à Nantes. J'ai rencontré 4 mois avant qu'elle parte, et après on a fait des allers-retours pendant 1 an et demi, tous les 2 mois en fait, on se voyait 3 semaines tous les 2 mois.
ça a tenu avec l'amour, beaucoup d'amour, et puis pour des diverses raisons que j'ignore un peu d'ailleurs, notre histoire s'est terminée. Ouais, c'était ça, fin 2018, quoi, début 2019. Ouais, c'était ça. Euh, J'étais après le décès de ma mère, du coup. Euh, et ça a été extrêmement difficile pour moi. Mais ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Je pense beaucoup à cette femme-là qui m'a autant donné qu'elle m'a repris sans que je sache vraiment pourquoi. C'est dur à expliquer, hein. C'est pas un reproche du tout que je lui fais aujourd'hui. J'espère qu'elle est heureuse et tout, mais c'est vraiment un événement qui m'a vraiment déstabilisé énormément, en plus du décès de ma mère qui a été vraiment qui m'a fracassé, quoi. Vraiment fracasse. Et depuis ce temps-là, bah, j'ai oscillé entre enfin il y a eu une période de creux où vraiment on n'a plus envie de rien du tout, quoi, comme on s'en doute. Et après, avec les amis, l'amour de la famille et des amis, on rebondit. Et puis je me suis dit, bon, je bossais toujours dans mon café. Je me suis dit, on va tenter d'aller au Japon, mais cette fois plus longtemps en y bossant. Donc avec un PVT, Working Holiday, pour ceux qui connaissent. Un PVT d'1 an, du coup. Et j'ai eu la bonne idée de partir. Ah, cette sale période. Fin 2019, début 2020, bien évidemment. Et je suis parti, j'ai pu rester 4 mois, ça a été 3-4 mois. Alors un peu dur parce que le Japon, faut savoir, c'est comme dans tout pays, mais le Japon particulièrement, je pense, c'est un pays qui est incroyable, vraiment, quand on est touriste, qui t'offre, qui te... C'est vraiment un nouveau monde, c'est un monde incroyable. Je pense que l'Asie en général, ça te subjugue quand tu es occidental. Mais quand tu y restes longtemps et que tu dois y travailler, c'est différent, parce que tu es dans une autre démarche. Et alors j'étais en share house, donc on était 14 dans une grande maison avec un lunch et tout, et des chambres privées, c'était génial. J'ai rencontré des gens, des Indonésiens, j'étais très très ami avec un gros Gallois de 40 ans qui parlait comme ça et qui avait une bière dans la main tout le temps, limite, quoi. C'était incroyable. Lui, il me manque beaucoup et on se parle de temps en temps, et il attend que je revienne d'ailleurs. Et lui, putain, c'était incroyable. Et à côté de ça, une nouvelle petite amie aussi entre temps là-bas, des rencontres, quoi, des démarches pour être modèle, là-bas, le modeling, donc le mannequinat, qui est beaucoup plus facile qu'en Europe et aux États-Unis, je pense, parce que quand tu fais 1m70 et pas 1m80, 85 et tant de machin, tant de kilos et moins de 30 ans, c'est compliqué, alors qu'au Japon, c'est beaucoup plus facile. Et donc je commençais à avoir des petits contrats et tout. À côté, je bossais dans le service à Shibuya, dans le Scramble Square, donc un énorme immeuble qui venait d'être construit de je sais plus combien d'étages, c'est énorme. On voit tout Tokyo dans un restaurant semi-gastro, on va dire. Et c'était vraiment, vraiment sympa, mais très très dur en même temps. Et là, j'ai vraiment pris de plein fouet ce qu'on peut s'imaginer de la pression sociale et professionnelle au Japon. C'est vraiment. C'est dur à expliquer, mais faut être parfait. Je dirais, faut être parfait. Et c'est impalpable, en fait. On te demande, mais sans le demander, je sais pas comment dire. Ouais, dans la vibe, quoi. Faut le sentir. Voilà, faut le sentir. Il faut être. À Tokyo, c'était ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Japonais qui se peintent la gueule aussi, pas mal, parce que ça leur permet d'extérioriser. C'est de la décompression, quoi. Décompression, et puis c'est une culture où on parle très peu de ses sentiments, de ses doutes, etc. Alors après, on fait un peu pareil en France aussi. Quand on va pas très bien, on a une petite culture de l'alcool, quand même. Ouais, mais même avec ses amis. Ah oui, on se livre pas. En tout cas, c'est plus difficile. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu et vécu, je dis pas que c'est la vérité vraie, mais qu'en tout cas, ça fait partie de ce que j'ai vécu, ce que je pense être quand même quelque chose de commun. Et du coup, paradoxalement, j'étais à 10 000, 12 000 bornes, mais la personne avec laquelle je parlais le plus, et je me livrais plus, c'était le gallois, quoi. Okay. Donc, proche de ma culture à moi, et qui est là, on n'a pas peur de parler, et on se livre, on pleure et tout, et c'était vraiment, lui, il était essentiel, vraiment, dans le moment de doute et tout, parce que même avec sa propre petite amie, c'était un peu plus compliqué. Moi, ma petite amie de l'époque, c'était plus compliqué, parce que c'est une japonaise assez... japonaise pas qui voyage, et du coup qui s'est pas imprégné aussi de notre culture à nous, le dialogue facile, étaler ses sentiments autour d'un verre, tu peux, mais
peut-être un peu plus compliqué, donc voilà. Et puis voilà, je suis resté 3-4 mois et je commence à faire ma petite vie, mais c'était pas facile quand même, ma famille me manquait et tout. Et puis le Covid est arrivé au Japon, un des premiers pays touchés après la Chine, quoi. Et là, au début, on se dit, ouais, c'est comme la grippe aviaire, dans 2 semaines c'est terminado, on en fait des caisses, quoi. Mais quel pif. Mais quel ça, pif. c'est le pif de l'année, n'est-ce pas? Ça sera bientôt fini. Attends, c'est Ça quoi va bientôt fini. 7 jours. Ouais, et puis on s'est dit, le Japon commence à fermer ses lieux touristiques, commence à fermer les écoles, commence à fermer des restos. Là, on s'est dit, waouh, et même ceux qui vivaient depuis plus longtemps que moi, on commençait à dire, ah non, mais là, si le Japon fait ça, c'est que ça pue la merde, quoi. Et puis après, on reçoit des messages de l'ambassade française en mode, ouah, faut rentrer vite, on sait pas trop ce que c'est et tout, et donc on nous fout un peu la pression, entre guillemets. Moi j'hésitais, il me restait quand même 9 mois de visa, quoi, quasiment. Et là t'es merde quand même, et puis je me dis je pars, je reste, t'as les amis aussi qui te disent putain ce serait bien que tu rentres, évidemment on a peur pour l'autre et tout, mon père aussi qui avait un peu peur, moi aussi bien sûr. Et puis mon restaurant a dit bon bah on ferme, on peut plus, il n'y a plus de clients et tout, et puis le gouvernement donne des directives, et on savait pas combien de temps le resto allait fermer. Et là c'est ce qui m'a décidé, je me suis dit j'ai plus de fric, quoi, je vais plus avoir de pognon, et donc c'est mort. Je suis rentré à regret quand même, avec le recul. Parce qu'on passe de Tokyo, 36 millions d'habitants, effervescence totale d'une ville, enfin c'est fou hein, Tokyo, à confiné. Bon, j'ai eu de la chance, c'est pas dans un 20 mètres carrés, mais dans la maison familiale quand même de campagne. Mais on passe de ça à confiné chez son paternel, avec les oiseaux et tout, la nature, certes, mais on est là, qu'est-ce que je branle ici? Ah oui, puis c'était vraiment un moment de latence totale. Et qu'est-ce que je branle ici, quoi, putain. Et puis on se dit, putain, 1 semaine, 2 semaines. Et moi encore, j'ai vécu qu'un mois des 2 mois de confinement, du premier confinement. Il me semble que c'était 2 mois en début en France. Et 1 mois déjà, je pétais une durite. Et encore, je suis dans une grande maison et tout. Parce que toi, tu l'as pas bien vécu ce confinement? Ah, pas du tout. Okay. Pas du tout. Enfin. Au début ça allait, heureusement j'étais avec mon petit frère et tout, c'était super parce qu'on allait se balader, on avait le droit, nous on s'en foutait, on allait dans les chemins derrière, on s'en foutait quoi. Parce qu'il y avait personne en fait, à part les ragondins quoi. Ah mais qui sait, les ragondins peuvent te dénoncer à la gendarmerie, on n'est jamais trop sûr. C'est clair, et puis les flics ils faisaient du zèle à l'époque. Et puis bah voilà, très mal vécu. Et puis j'ai envie de repartir. Et puis j'étais toujours avec ma petite amie qui était au Japon. On s'est dit, allez, je repars. En septembre, c'est bon, comme ça il me restera 4 mois. J'aurais fait 7-8 mois au Japon. Ça sera rentable, quoi. Et mon portable qui sonne. Oui, les aléas du direct. C'est incroyable. Et au final, non, ça s'est pas arrêté en septembre. Le Covid, du coup. Ça s'est pas arrêté en septembre. Septembre 2020, bien sûr. Hein. Et donc après, bah là, évidemment, plus de petite amie, on s'est séparés. Quand même dans la douleur, ça a été dur, mais beaucoup moins dur qu'avec Minako, parce que Minako c'était vraiment incroyable. Enfin, je vais pas revenir dessus 10 000 ans, mais c'était pour moi presque la mère de mes enfants, quoi, dans mon fantasme, voilà, sur plusieurs années, quoi. Mais quand même dur, et après, je me suis dit, il faut absolument que je me barre de chez mon père, donc je me suis dit, je vais retourner dans un endroit où on est encore dans les. On sait pas trop si c'est le confinement, dans les couvre-feux machin. On va dans un noyau dur où il y a des potes. Donc Nantes, je connais bien. J'y suis resté 10 ans. Les potes y sont encore. On y retourne. On trouve un appart dans comment dire, dans ton quartier favori. Ouais, dans l'urgence un peu, quoi. Un vieil appart tout pourri, passoire thermique. Mais quand même content d'en avoir un. Et puis trouver un job, quoi. Donc me voilà à Leclerc. Wouh, Paradis, Leclerc Paradis, téléphonie, belle expérience quand même. Je vais pas cracher sur le job non plus trop. J'ai rencontré des gens vraiment géniaux, une équipe que j'ai adoré, quoi. Steven, j'ai adoré ce mec, vraiment un ami sincère. On se voit très peu maintenant parce qu'il vit plus sur Nantes, mais Steven, Benoît, et puis toute l'équipe de gros électroménagers, s'ils écoutent ce podcast à un moment donné, et de l'informatique, vraiment je les ai tous kiffés. Ça a été
c'est ce qui m'a permis de tenir un an, parce que c'était vraiment très dur, c'était une clientèle très très compliquée, puis un patronat là vraiment dans le patronat que moi perso j'aime pas du tout, ça me regarde. Ça a permis de tenir l'humain, quoi. Encore une fois, le social est hyper important dans un job, quoi. Je pense le plus important. Là. Donc un an là-bas, mais à force de faire des crises j'ai fait des crises d'angoisse, j'avais des plaques sur les cheveux, sur le pif, de stress en fait à cause de ce travail et tout, et même de putain, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. Je devrais être à Tokyo, qu'est-ce que je fous ici, seul dans mon vieil appart, dans un job de merde, que j'aime pas, bordel. Donc je me suis barré au moment où en fait je vais aller voir mes anciens patrons du café, qui sont des amis, et qui me demandaient pas mal hey, tu veux pas bosser avec nous et tout. Et puis à un moment donné, je fais écoutez les gars, on en rediscute. Et puis de fil en aiguille, je suis revenu. Donc depuis plus d'un an maintenant, septembre 2021. Et vraiment une des meilleures décisions de l'année 2021-2022, quoi. Parce que le job est beaucoup mieux, parce que eux ils sont adorables et que moi j'ai vraiment en tout cas j'ai ma place. Je sais pas que c'est la place de ma vie en termes pro et spirituel, on va dire, mais j'ai quand même ma place là-bas en ce moment où je m'y sens plutôt bien, où il y a des gens bien, petit café du commerçant, quoi, avec la vie de quartier qui est cool. C'est dans le centre de Nantes, c'est joli, c'est French Coffee, c'est place de la Bourse, c'est tout mignon, c'est cosy, et vraiment je suis content d'y être retourné, ouais. Derrière le brouhaha de commerce là, exactement, c'est à commerce sans y être, quoi. Ouais. C'est vraiment bien. Et c'est très jeune, c'est une clientèle très jeune, d'étudiants et tout, donc c'est vraiment bien. Et à côté, j'ai repris un projet. Je me suis dit, tant que je suis à Nantes, de toute façon, autant aller à fond. Ma passion, c'est l'Asie, je continue à bosser mon japonais à côté, parce que j'ai appris tout seul aussi. Je ne l'ai pas précisé, je suis pas bilingue du tout, mais je me démerde, quoi. J'ai commencé à faire ma vie là-bas, je peux communiquer avec des japonais, j'ai des amis japonais. Et ça, c'est une grosse victoire de ma vie, c'est une plus grande fierté en autodidacte d'avoir acquis un certain niveau. Ouais, c'est pas mal du tout quand même. Hein. En tout cas, à l'écrit, je suis vraiment une merde. Je sais lire l'hiragana, katakana, kanji, je suis vraiment nul, pour ceux qui connaissent. Mais en parler, je suis bien meilleur que l'écrit, quoi. Et ça, c'est vraiment trop bien, parce que c'est vraiment comme une passion, quoi, cette langue, que je disais au début. Ouais, et puis moi, je t'ai entendu parler au téléphone en japonais. Et moi qui n'y connais rien. Et là, c'est vrai que t'étais pas là quand on a fait cet été avec. Il y avait Takumi et tout. Ouais. Gotha, un des amis japonais qui sont venus, et c'était super parce qu'il parlait pas un peu de français à Takumi, et j'ai pu vraiment traduire. J'ai vu que là je me dis putain cool, j'ai pris un peu de niveau, parce que je peux vraiment aider à traduire, aider à communiquer avec mes autres amis. C'était vraiment trop bien, et je me suis dit putain, c'est vraiment voilà, ça sera, on en parlera peut-être après, je sais pas, ça fait partie des regrets de ma vie, ça. Je pense que j'aurais dû faire un truc autour du japonais dès le départ. Je l'ai senti, il faut peut-être pas en parler maintenant. Non, mais tu peux aborder. De toute façon, ça va nous permettre de passer justement. Vu que tu viens de nous faire ton je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Hein. Non, mais attends, c'est très bien. Non, je trouve ça beaucoup trop cool. Donc, sur le bilan qu'on vient de faire, il y a eu plein d'expériences pro. Il y a eu pas mal d'expériences amoureuses, bien et moins bien. Et il y a eu donc le Japon, tous les voyages au Japon, tout ça. Oui. Du coup, ça t'amène jusque-là, jusqu'à l'année de tes 30 ans. Tu disais tout à l'heure, par exemple, quand tu étais plus jeune, je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs, et puis en fait, une fois que j'y étais, je regrettais. Tu parles aussi du fait que tu t'investis beaucoup dans tes relations amoureuses, tout ça. Est-ce que, sans parler de faire un grand bilan, mais du coup, comment tu abordes cette trentaine en termes de ce que tu en as retenu, de comment ça te permet d'aborder des projets futurs? Et comment, justement, là tu dis au café tu te sens mieux, ça te convient même si c'était pas ton avenir pro pour la vie. J'ai l'impression que tu balises mieux, tu vois. Leclerc, je pense que c'était une limite pour toi, tu dis voilà, j'avais des plaques. Et aujourd'hui, comment tu abordes ce moment de la trentaine? C'est-à-dire que je pense que tu as bien balisé tes attentes, la musique est très importante pour toi, par exemple. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Si tu fais un peu le cumul, comment tu te sens là et comment tu envisages un peu, voilà. Et puis même ton propre rapport à toi dans la séduction, avec, voilà, ton rapport au corps. Tout à l'heure tu parlais du mannequinat et tu te décrivais un petit peu
où on pourrait dire tu corresponds pas au code d'ultra virilité, Pas du t'es tout. pas Booba quoi, tu pousses pas à la salle des Les- tonnes de fonte. Ça donne quoi à peu près si tu devais faire un petit bilan aujourd'hui, c'est comment d'avoir 30 ans dans la peau de Charlie avec... Quand... Alors je le vis les 30 ans, je le vis assez mal, mais en fait je crois que je le vis assez mal à cause je pense qu'on nous impose dans la société une pression qui n'est pas vraiment là, mais qui est là quand même, comme un peu je disais tout à l'heure au Japon, mais c'est genre 30 ans, c'est l'époque où l'entourage, où les gens commençaient à acheter des baraques, à avoir des gosses, à se marier, à se poser vraiment, à plus faire la bringue. Moi je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez posé quand même, j'aime bien mon petit confort et tout, mais j'aime bien faire le dindin, faire la bringue et tout, un peu, et je suis pas du tout prêt dans ma tête à faire à avoir un schéma assez peut-être classique de vie, mais je me demande si c'est pas notre génération qui commence à être comme ça. La même maison, le même boulot et tout pendant 40 ans, je crois que ça ne correspond plus. En tout cas, moi, ça ne me correspond plus. Mais il y a quand même une petite pression autour de ça en me disant putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et j'ai l'impression d'avoir pas eu assez de temps entre mes 20 ans et mes 30 ans. Et en même temps, je suis plus content d'être à mon âge maintenant que quand j'avais 20 ans. À 20 ans, c'était vraiment. C'est les doutes, mais c'est dans la perdition, quoi. Je me noyais dans plein de saloperies. J'ai pris beaucoup de drogue. J'ai pris pour fuir des trucs. Et aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est même si je suis globalement, je dirais, je suis plus posé. Et j'ai quand même pas mal de peur et tout. Et je suis quand même peut-être assez triste globalement sur plein de trucs. Mais je crois que je suis quelqu'un qui a besoin, si je devais me résumer à 30 ans, je suis quelqu'un qui a besoin, ça va faire très con, qui a besoin d'amour, je crois. Et sans l'amour, je me perds vraiment. Et donc il y a quelque chose un peu dans un abandon de soi qui est assez mauvais, et en même temps, je travaille dessus. Quand je dis amour, hein, je parle de l'amour de mes amis, c'est l'amour de ma famille, mais c'est sans ça, putain, mais je crève quoi. Je crève, j'ai toujours besoin d'être entouré, même si on fait rien. C'est regarder un film ou regarder un vieux reportage société de merde en buvant une bière et en discutant, en foutant rien sur le canapé, mais on est deux, c'est trop bien. Et t'arrives à avoir des fois du recul sur ces moments-là quand ils arrivent, tu sais, un peu comme si tu te dissociais, tu te disais ah, là je suis avec mon daron et mon frangin, Ouais. ou genre quand on est tous Ouais. à un bar, tu sais, des fois tu vas chercher une bière, tu reviens et tu vois tous tes potes autour de la table et tu dis ah. Et c'est exactement, cool. J'en parlais, je sais plus, c'était avec toi peut-être ou quelqu'un d'autre. Il y a un mec américain qui a inventé un terme pour ça c'est le minding. Il me semble que c'est ça, le minding. C'est en gros faire quand tu as un attroupement de personnes, c'est le fait de kiffer et en même temps d'être un peu déstabilisé, d'être dans un groupe, mais pas être vraiment dans le groupe. C'est-à-dire, t'as une soirée et t'as des mecs qui sont autour d'un feu de camp et en train de jouer de la guitare, ils parlent et toi t'es autour, t'arrives, tu les regardes, t'adores les regarder, mais t'es pas dans le groupe, mais tu fais partie du groupe quand même, et tu te déplaces et tu vas ailleurs, et en fait t'es en flottement autour de tout le monde. Et moi j'ai toujours été un peu comme ça, et j'ai toujours adoré faire ça. Et c'est pour ça, même dans des soirées qu'on a pu faire ensemble ou quoi, on a toujours dit bah ça va et tout, parce que je parle pas forcément beaucoup, ça dépend. Mais j'adore être en observateur et regarder et me dire putain, je kiffe mon monde quand même, je kiffe mes potes et tout. Et moi je trouve que t'alternes, c'est-à-dire que t'as des moments où t'es profondément avec nous, puis on sent qu'il y a des moments, il y a une espèce de recul, mais t'es pas malheureux en fait. Non, t'es juste en constat de ce qui est en train de se passer. C'est ça. Et ça, c'est hyper important pour moi, tout ça, ces moments-là. Et quand il n'y en a pas assez, je deviens assez fou si j'ai être objectif, c'est aussi toutes les épreuves, je pense, que j'ai traversées entre on va dire mes 22, 23. Il y a eu beaucoup de morts, j'en ai pas parlé, mais parce qu'on n'est pas là pour non plus déprimer. Je vais vous dire tous les gens qui sont morts. Mais j'ai eu beaucoup de décès autour de moi, des gens qui étaient des piliers, grands-pères, amis, des suicides. Ta maman aussi dont t'as parlé. Ma mère, et qui a été vraiment très très dure, et même ma séparation avec Minako qui a été pour moi, je l'ai vécu comme un décès presque, vraiment c'était comme un deuil énorme. Et du coup ce sentiment d'abandon là a été renforcé malgré mon âge qui augmente. J'arrive à mieux le gérer qu'avant, mais quand même il y a des moments où c'est vraiment compliqué. T'es bien placé pour le savoir d'ailleurs, avec ma dernière histoire, mais on va pas faire le bilan de toutes mes histoires dans ce podcast. Non, donc on refera un podcast entier qui s'appelle alors les histoires d'amour de Charlie. De merde.
Mais grosso modo, ouais, je pense que je suis très sensible et je travaille là-dessus. À mes 30 ans, si tu veux qu'on parle vraiment de ça, là, genre, c'est. J'essaie de travailler là-dessus à être plus cool avec moi-même, avec mes exigences envers moi-même et avec mes. Et essayer de plus contrôler ces sentiments de se sentir déstabilisé pour un oui ou pour un non en termes de petits événements négatifs, amical ou De moins amoureux. fluctuer, quoi. Ou Ouais, alors de voir comment tu fluctues et te dire que peut-être que ça va passer. Des fois, ouais, il y a un recul qu'on peut avoir en vieillissant, c'est je vois les fluctuations de mes humeurs ou de mes sentiments, mais je sais, pour l'avoir déjà vécu avant, qu'il y a un moment où, mm, je sais pas, j'ai l'impression qu'on le vivait peut-être un peu plus dramatiquement à 20 ans. ouais, c'est ça. Il y a un côté moins drama queen que quand t'as 20 piges, mais t'es quand même. Il y a un côté. Oh, j'en ai marre. C'est fatigant. Oh, fait chier. C'est Et en même temps, faut hyper dire, bah, c'est la fatigant. vie, je crois. Mais C'est la vie, ouais. et Ouais. en fait, le fait de le vivre, ça veut dire que tu vis des trucs et que tu rencontres des gens, donc c'est déjà pas mal. Mais ah merde. Il y a pour résumer, il y a quand même un gros côté. Bah pourquoi moi j'ai pas ça aussi. Ok, j'ai fait ça, mais bah, pourquoi moi j'ai pas un amoureux, enfin une amoureuse depuis 10 ans. Pourquoi je vais pas acheter moi aussi. Pourquoi je suis pas, j'ai l'impression de pas être vraiment stable. Euh, Et il y a des moments, je me reproche pas du tout. Je suis trop bien. Je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo. J'adore glander aussi et pas que faire de la musique ou quoi. J'adore ça. Puis t'as des moments où tu te sens vachement coupable en mode putain. Mais c'est important parce que j'en reparle dans quasiment tous les épisodes. Le fameux schéma de société, donc un conjoint depuis un certain temps, un achat en cours de route, un boulot, stable ou pas stable, en tout cas un boulot où manifestement on est censé s'épanouir totalement, plus peut-être un chien, des enfants, tout ça. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui te met en souffrance? Est-ce que tu es très entouré de gens qui ont répondu à ce schéma? Est-ce que tu as l'impression que ton entourage peut te reprocher ou non de pas avoir Mais atteint ce truc-là? non, en fait, on me le reproche pas. Et dans mon entourage, pas tant de gens ont atteint cet objectif. C'est un objectif. Enfin oui, non, mais enfin c'est pas, oui, Mais c'est ce qu'on quand nous fait même, croire que c'est l'objectif à de plus en atteindre. plus. De plus en plus, gens qui ont des enfants et qui se marient. Et là, tu dis ah ouais, bah merde, moi je suis toujours tout seul en fait. Par exemple. Et merde, je suis pas. Et puis il y a des moments où tu dis, ouais, mais tant mieux en fait, moi j'ai pas du tout envie d'être à leur place. Et en même temps, t'as envie quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer le Ah, il y truc. a un entre-deux, ouais. Ouais, et pourtant, moi j'ai pas du tout un père qui va me dire, bon alors, tu vois, faut te stabiliser. Mon père il veut des petits-enfants, ça je sais. Mais je sais qu'il me reprochera jamais s'il est jamais grand-parent avec moi. Il a deux autres gamins, il pourra se Il en a fait démerder 3 pour être autrement. sûr, il s'est dit sur les 3, il y en a forcément un qui va m'en faire. Ah, il va se démerder. Hein. Mais. Et ça se trouve, ça sera moi, j'en sais rien. Mais, Après, t'as un père, il faut quand même le préciser, qui est musicien, qui est pas oui. dans un truc hyper, comment dire, qui est pas dans un truc hyper, comment dire, classique. Et il a Oui, choisi de vivre de son truc aussi. Clairement, et je pense que ma vie n'est pas, c'est pas anodin. Pas Moi, du tout, la ouais. musique et tout, et qui m'a énormément bercé. Mon père, depuis que je suis gamin, je vais le voir. Ma mère m'emmenait voir jouer dans les salles, dans les cafés, dans les pubs, dans des grosses salles aussi. J'étais bercé dans une multiculturalisme avec lui. À travers la musique et les cultures aussi. Il fait de la musique, il fait du blues, du rock, de la musique brésilienne, la batucada, tout ça, beaucoup de trucs. J'étais bercé dans plein de cultures et ça je lui dois beaucoup pour ça. Ça m'a ouvert au monde et à l'humain. Et du coup, ça m'a Puis à fait détester l'aspect, d'autres types de personnes qui ne oui, supportent ouais, pas. des gens un peu plus cartésiens ou en tout cas plus dans le système, quoi. Ouais. Mais par contre, ça a nourri un truc créatif très fort chez toi. Ouais, c'est clair. Moi, je t'ai toujours connu avec la musique quelque part Ouais. dans ta vie. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé à la fois de ta sensibilité, tu parlais de ça dans ton rapport à l'amour, et tu parles aussi de tes voyages à Tokyo. Donc voyager, ça donne surtout tu disais effectivement dans les pays asiatiques, un point de vue très fort, d'un monde extérieur très différent du nôtre. Ouais. Et comment, donc on sait que quand on est sensible, on vibre un peu plus avec le monde. En ce moment, c'est quand même relativement compliqué en termes économiques, en termes écologiques. Ouais. On n'est même plus dans la capacité de renier là ce qui nous est dit. Comment toi, c'est quoi ton rapport là actuellement même au monde extérieur? Ça impacte forcément aussi ta vie, des trucs comme ça, entre les volontés de stabilité, l'inconfort, tout ça, et puis même donc l'urgence climatique, tout ça. Comment tu te mets en lien avec ça? Est-ce que ça impacte ta vie ou pas?
c'est un beau bousin. Hein. Ouais, hein. Ah, c'est un beau bousin. Après, on va dire que en fait, je suis vachement paumé, mais je dirais que je veux une vie simple. C'est ça en fait. Je veux une vie simple. Pas se contenter. Je veux me contenter de peu en fait. J'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. J'ai besoin d'être accompagné. Et quel que soit le lieu ou la richesse, on va dire, matérielle, je suis pas très matérialiste. Donc j'ai mis mon petit confort, même tu me fous un petit canapé et tout, je suis bien. Par contre, je suis quand même un enfant. Je pense qu'on est une génération, on est l'enfant de ce système, et pourtant on est l'enfant qui a pris conscience que le système pue la merde quand même. Donc on est un peu perdu en mode, on est aliéné par ce système-là quand même, parce que on reproduit des trucs qu'on sait qui sont mauvais, mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on est piégé là-dedans, et en même temps on peut faire des petits pas pour aller vers le mieux. Mais c'est assez contre-intuitif. Et je dirais pas que ça me pourrit la vie, je me suis mis en retrait. Moi j'étais très engagé politiquement, tout, très à gauche et tout, je le suis toujours, hein. Je suis un éternel gaucho, ça y a pas de problème. Mais... Je pense que ça nous a pas échappé. Ça nous a pas, ça nous a pas du tout échappé. Mais je me suis mis en retrait de la lutte politique et même de tous les médias et tout. Déjà, quand t'éteins ta télé, moi j'ai une télé, mais elle me sert à regarder des choses très précises et j'ai pas d'antenne télé quoi. Pour ma console ou quoi. Mais déjà, tu te sens mieux quand tu n'es pas. Tu veux dire que sans ces news, ça va mieux? C'est ouais, ça que t'essayes de me dire? Ouais. Waouh. Incroyable. Non, mais j'étais pas sûre que c'était dans de cette info-là. Mais ouais, et pour autant, c'est là et c'est dur de sentir totalement bien. Mais je suis plus en paix avec tout ça. C'est-à-dire que je m'engage moins. C'est moins anxiogène si je suis moins anxiogène, même si les infos du moment, c'est quand même vachement compliqué d'être positif sur l'avenir, etc. Mais je suis quelqu'un qui pense pas trop à l'avenir. Mais tu veux dire dans l'humain ou dans l'écologie? Dans les deux. Enfin, surtout dans l'écologie, là, on sait que c'est la merde, quoi. On sait vraiment que c'est la merde. Et là, c'est pas un problème politique comme il y a pu y avoir comme à une époque. On se dit, merde, je sais pas, il y a le fascisme au pouvoir, je dis n'importe quoi. Ça, c'est un problème politique pur. À un moment donné, oui, ça peut être résolu. Voilà. Ouais. Là, l'écologie, c'est la merde. Et puis, il n'y a pas d'ailleurs, le pouvoir politique ne fait rien dans ce sens-là. Pas grand-chose, ça c'est clair. On arrête les voitures, on est en 2045, ben, c'est super. Je pense qu'on sera plus là du coup. Mais, okay. Mais ouais, voilà. Et en même temps, je suis un enfant de ce système. Je suis là, j'ai un appart. Après, j'ai pas de voiture et tout, mais genre, je vais acheter des trucs en plastique et tout. Voilà. Oui, mais puis même génération années 90, j'en parlais avec une copine l'autre jour, les chocs à pic au petit-déj, les jeux en plastique dans les céréales. Voilà. Faut juste avoir conscience, j'ai conscience de tout ça. Mais donc, j'essaie de faire mon petit chemin avec mes convictions et puis parler aux gens, surtout les gamins les plus intéressés, les générations qui arrivent. Mon petit frère notamment, ma petite soeur, ils me posent des questions, on en parle. Et je pense que les gamins ont vraiment une conscience, notamment écologique, qui prend vraiment le pas, alors qu'on les aide pas du tout à penser pareil dans l'éducation et tout, je trouve. Mais ça, c'est plutôt cool, je trouve. Ils savent, ouais. Ils ont eu cette info bien plus tôt que nous aussi. Ouais. Mais voilà, j'essaie d'être en retrait un peu par rapport à ça et de me concentrer très égoïstement un peu sur ma vie, tout en étant quand même en ayant un œil sur des trucs qui me sont chers, quoi. Comme là, par exemple aujourd'hui, normalement, en commission des lois est passée la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Aujourd'hui, grâce à une loi d'une proposition de gauche, et ça c'est des trucs qui me tiennent énormément à cœur. Et une lutte féministe acharnée. Et bien sûr. Ouais. Et ça, voilà, ça veut dire que la politique, je m'en fous. En fait, pour moi, tout est politique, quoi. Tout est politique, mais je suis plus engagé politique et je fais plus chier mon monde comme avant à chaque putain de repas. Tu veux dire quand tu nous hurlais très fort Mélenchon dans les oreilles à 2h du matin? Oui, par exemple. Moi, après, je dis ça, c'est un exemple en l'air. Hein, mais là, je suis plus tranquille. Avec ça, mais parce qu'en fait, ça me pourrissait la vie, ça me rendait trop malheureux. Donc vieillir, c'est s'apaiser aussi un peu? Ouais, j'essaye. En restant engagé? J'essaye, et puis j'ai compris, notamment en ayant vu quelques fois, en ayant discuté avec une psy, et en ayant compris des choses sur moi-même avec les épreuves, notamment les décès, etc. En disant, qu'est-ce qui te rendrait heureux dans l'immédiat? En fait, il faut faire
être heureux, c'est la recherche de tout humain, je pense. On sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop ce que c'est, pas palpable vraiment. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'en rapprochait le plus? Déjà, c'est moi, en ce qui me concerne, c'est ne pas réfléchir trop loin à l'avenir. Alors, je suis pas carpe diem au jour le jour, mais quand même, le temps de l'humain, si on fait un peu de philosophie, pour moi, le temps de l'être humain, c'est le temps présent. Oui, donc l'immédiateté là dont tu parlais, Ouais, c'est ça. c'est ça. De revenir à... c'est un peu la pensée bouddhiste en fait. Hein. C'est Ouais. que c'est peut-être. le... si, parce que c'est un peu... Enfin, pas que moi je t'impose. Si, c'est ça. T'avais qu'à lire aussi. Excusez-moi. Non, mais il y a un truc de... où il disait en fait le passé et le futur n'existent pas puisque le passé Ouais. c'est quelque chose que tu ressasses, le futur tu Exactement. projettes, mais tout ça tu le fais dans l'instant présent. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de notion de passé et de futur. Ton C'est- présent va influer de toute façon. Tu peux prévoir un truc dans 10 ans, mais le lendemain, il peut se passer un truc et ta vie complètement bouleversée et tu ne réfléchiras plus du tout de la même manière 2 jours après. Et puis tu maîtrises pas ton futur et tu peux pas Ouais. changer ce que t'as fait. Ouais. Donc, fin Ça de veut l'histoire. pas dire qu'il faut pas réfléchir au futur, ça veut juste dire que moi, en tout cas dans ma vie, je me sens bien en disant bon, je prévois pas trop loin. Là, dans un an, j'ai une vision d'un an en me disant oh, là avec la musique, j'ai envie de faire ça, je me consacre à mon projet pendant un an, peut-être que je repartirai au Japon et tout, avec un nouveau visa, etc. Mais on sait pas ce qui peut se passer, on va voir. En tout cas, je le fais. Je suis acteur quand même. Je me dis voilà, je fais des trucs, mais je réfléchis pas trop loin parce que C'est insensé de toute façon puisque. ouais, puis j'ai appris à mes dépens que moi ça m'a pas servi en fait. Au lieu de m'angoisser, en fait ça m'a vraiment angoissé. Ouais. Et ça m'a pas apporté, ça m'a fait perdre mon présent en fait, mon temps présent. Et aujourd'hui je retrouve un peu mon temps présent. Où Le tu temps d'être kiffes, humain, c'est ouais. le temps. Ouais, ce temps-là que je kiffe un peu plus mes moments. Mais voilà, je suis quand même un petit peu triste quand même. d'un côté. Tu penses que ça c'est un truc un truc Oh, que putain, t'as la redit? la Non, déprime mais sur pattes, c'est une non, catastrophe. pas du tout. Triste c'est pas la dépression. Être triste Ouais. c'est parce que t'es impacté par l'extérieur aussi. Ouais. et Mais que- je sais que je suis toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. En fait, c'est trop con. Hein, T'as l'impression que ton bien-être il dépend entre autres d'une personne Ouais, qui c'est- t'accompagne. Oui et non, c'est que ça fait très cliché, mais putain, quand c'est partagé, quoi. Ouais. Putain, surtout là, on est en automne et tout, Oui, non, à ce c'est pas moment-là. Qu'est-ce que c'est bien de partager. Moi, j'ai toujours adoré les voyages, on a compris, quoi, au Japon notamment. Mais j'ai toujours adoré aller d'un point A à un point B. J'adore beaucoup plus être sur la route vers le point B plutôt qu'arriver au point B. Et C'est le chemin qui t'intéresse. je suis toujours bien sur ouais, si je pouvais tout le temps être comme je te disais tout à l'heure en étant en dehors des groupes tout en étant dedans, j'adore ça, cette sensation de flotter au-dessus. Ok. J'adore. Et quand t'es tout seul, c'est bien, mais t'as envie de le partager avec quelqu'un tout de suite. Bah, tu fais, t'envoies un vocal ou tu appelles quelqu'un. Putain, j'ai vu un putain de paysage, c'est génial. J'ai bu une putain de bière, j'ai n'importe quoi. Mais t'as envie de le partager. Et quand t'es accompagné au quotidien, c'est trop trop bien. D'avoir le même sentiment au même moment et de voir la gueule de l'autre et t'es là, ouais, putain, on kiffe ensemble. Du coup, ça devient physiquement réel. Et ça me manque. Même si je le vis avec les potes et tout, quoi. Mais c'est dans la quelque chose- relation amoureuse, c'est différent. Bah ouais, Ouais. bah ouais, bah ouais. Mais l'intensité est pas la même. Il y a quelque chose de Mhm. plus durable dans l'amitié. Parce que Mhm. tes potes, ils sont là avant que tu te mettes en couple et ils sont là dans l'après-rupture, tout ça. Donc il y a quelque chose de plus durable. Peut-être qu'on est moins exigeant aussi ou qu'il y a plus de souplesse, effectivement, et plus intense dans la relation amoureuse qui vient quand elle vient d'ailleurs. Mais donc Ouais. ça, c'est important pour toi. Bah ouais, de toute façon, ça se voit là depuis 40 minutes, ça revient sur le tapis. C'est que, ouais, à 30 ans, je dirais, je suis plus apaisé quant à mon projet professionnel. Je suis un peu plus tranquille par rapport à ça, je m'en fous un peu, j'ai envie de kiffer mon moment. Par contre, 30 ans, Charles Ellie vit mal son célibat. Mais c'est un peu ça, c'est que, c'est genre, je me dis, bah moi, j'aimerais bien, t'es un peu comme un gosse, quoi. J'ai envie d'être amoureux encore, j'ai encore envie de revivre des beaux moments parce que c'est vraiment à deux que je me sens pleinement exister, mais c'est pas forcément positif. Hein. Je veux dire, c'est un peu un abandon de soi qui est un peu chelou, enfin qui est un peu chelou, qui est pas très bien parce qu'il faut s'aimer d'abord avant d'aimer l'autre pour être stable. Mais il y a quand même ce côté, il y a que vraiment comme ça que je me sens à 100% vivant, quoi. C'est vraiment. Tu te sens plus toi-même en couple que seul? Ouais. Ok. Ouais. Mais je pense que puis après, si tu fais de la psychanalyse, t'as sûrement syndrome de l'imposteur quelque part, t'as un syndrome du sauveur aussi, en mode t'es avec quelqu'un, t'as envie de l'aider, donc à travers ses yeux, tu te sens comme tu l'aides, tu te sens plus ton existence, Prend tu te sens. sens légitime. Ouais. Toutes ces conneries là, tu vois, Ouais. sûrement. Ouais. Sûrement. Ah bah de toute façon, on trimballe tous des trucs Ouais. de l'enfance qui nous sont rappelés dans les relations de couple. Peut-être, ouais. Si tu fais le bilan, il y avait l'autre jour une phrase qui disait si vous ne soignez pas vos blessures d'enfance,
vos histoires d'amour se chargeront de vous les rappeler. Et je pense qu'il y a un truc justement, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des relations plus ou moins saines en couple et qui le voient pas forcément. Ouais. Parce que tu reproduis un truc que tu as eu plus jeune. Après, il y a des gens qui gèrent ça beaucoup mieux que d'autres, que j'admire très fortement. C'est clair. Moi, je le gère moins bien, quoi, on va dire ça comme ça. Mais après, je deviens pas fou, mais... Non, puis après, t'as 30 ans, t'es pas en train d'annoncer ton célibat à 89 ans, quoi. Je te dirais, bon, les rencontres sont plus compliquées mais en EHPAD. Ça pose des questions, même sur ton rapport à toi, sur ton rapport au corps. T'es là, moi, voilà, comme je disais, je suis pas quelqu'un... Alors pourtant, je vais à la salle, elle a dit des conneries. Je vais à la salle, huche, 4 fois semaine. Mais je suis quelqu'un d'assez filiforme, je suis très sec, je suis pas du tout, je correspond pas aux critères de le gros mec. Non, t'es plutôt androgyne. Manspreading à mort et tout. Au contraire, je suis assez efféminé, je pense. Et un peu androgyne, j'aime bien cultiver ce truc-là, et c'est quelque chose qui me correspond, quoi. Oui, t'aimes bien cette part, t'aimes bien cultiver cette part de féminité, de douceur. J'adore parce que ça fait partie de moi, je suis entouré de beaucoup de femmes. De la communauté LGBTQIA+, aussi, c'est une communauté avec laquelle j'ai beaucoup évolué, je me sens très bien, que j'aime énormément, enfin, grosso modo, mes amis dans ce milieu-là et tout ça, et qui m'a permis de découvrir des choses sur moi-même aussi, sur une autre sensibilité, etc. Et ça, c'est hyper important. Mais, parfois, tu te dis, tu te remets en question, est-ce que c'est pour ça que j'ai personne en ce moment, enfin, je sais pas, tu te poses trop de questions, quoi. Et c'est ces questions-là que j'essaie de... Et pourtant, on diversifie de plus en plus l'image de l'homme comme on diversifie l'image de la femme, on va dire dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les enfin on commence à avoir différents corps. Après il y a la timidité qui est là. Et il y a la perception. On dirait pas là, mais je suis hyper timide pour les dates, etc. Je suis très timide parce que du coup j'ai l'impression qu'on me transperce très vite. Ok. Enfin bref. Et du coup, pour terminer, donc toute cette vie-là de voyage, d'amour, comme je disais tout à l'heure, fait que tu as peut-être, je sais pas si ça t'a permis de comment dire, te trouver un espèce de leçon de vie ou de choses que tu as conclues de tout ça, de toutes les expériences. Tu as parlé des décès aussi tout à l'heure. Donc peut-être que ça reviendra un peu à ce que tu disais tout à l'heure, de l'importance de l'immédiateté de l'instant. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu n'avais pas en tête quand tu avais 20 ans, justement? Quelque chose qui... Voilà, qui est un leitmotiv, je te dis, moi je l'ai déjà dit précédemment, mais cette phrase qui dit ça passera, ça aussi, qui te permet de tenir et de te dire bon, c'est pas constant. Est-ce que toi, il y a quelque chose pour les quelques minutes qui nous restent, qui sont quelque chose d'important pour toi, qui te permet de tenir? C'est alors, comme je disais, cette immédiateté-là de l'instant qui, je pense, tant qu'on est jeune, en fait, c'est la jeunesse, quoi, encore, 30 ans, c'est pas si vieux, mais même si ça s'en va. C'est hyper important tant qu'on est en forme, tant qu'on a le goût des choses, le goût d'aimer, qu'on voit les couleurs de la vie, quoi, entre guillemets, et qu'on n'est pas bon à jeter à la poubelle physiquement. Il faut cultiver vraiment ces moments-là, et surtout aimer, quoi. Aimer ses proches et leur dire, c'est surtout ça, moi. Je disais que la timidité, la gêne qu'on peut avoir même avec les gens les plus proches, faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, quoi. C'est vraiment ça, moi, que je fais maintenant beaucoup plus, et ça change beaucoup de choses, parce qu'on est persuadé parfois que les gens savent. Ah non, je leur dis pas, ils savent que je les aime. Oui, ils savent, mais ils savent pas forcément comme tu le crois, ou pas. Et je dirais ça, dire aux gens qu'on les aime, et vivre ces instants-là avec eux. C'est vraiment un truc qui me donne envie de vivre, passer ces moments-là, quoi, avec les humains, en fait. C'est vraiment ça, quoi, je pense. Alors que quand j'avais 20 ans, j'en avais rien, enfin pas rien à foutre, mais tu penses à la suite, tu dis j'ai envie d'être ceci, j'ai envie d'être cela, et du coup je m'angoissais de ouf. C'est vraiment dans ce truc-là plutôt, je dirais. C'est un bon truc, enfin, c'est pas mal. Ça fait très classico. Non, pas du tout. Remettre la connexion humaine au centre de tout et penser à dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime et que c'est chouette de les avoir avec nous, je trouve que c'est... Ouais, de ouf. C'est bien, sans les harceler 10 fois par jour à leur dire je t'aime, mais savoir de temps en temps leur dire c'était bien que tu sois là. Ou c'est bien que tu sois dans ma vie. Exact. Et ben écoute, c'était un échange très très cool, je suis très contente merci. qu'on ait parlé de musique. Et... ce petit podcast. Avec plaisir. Voilà, maintenant on va... Je crois que je vais aller regarder des trucs sur le Japon, ça m'a donné envie. Cool. Bon, nous on va aller boire un café. Merci Charlélie. Merci Isa, merci.
Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt!